Sur une autoroute gelée à Tenduji, où la neige efface chaque empreinte et le monde tombe en silence, la vie semble faire une pause. Un chiot berger allemand de 2 mois, abandonné, enchaîné à un arbre au bord de la route, tremblant alors que le froid commence à réclamer son petit corps. Le chiot regarde des voitures sans fin passer, attendant un miracle pour quelqu'un qui pourrait finalement voir, s'arrêter et le libérer. Alors un Navy SEAL s'arrête soudainement parce que son propre chien a senti une autre vie en danger. Il s'agenouille, ravalant l'émotion, tenant le chiot gelé prêt, sachant que sans ce moment, la petite vie n'aurait pas survécu. Il trouve au chiot une nouvelle maison, un nouveau propriétaire. Ne réalisant jamais que ce seul acte de compassion sauvera plus tard d'une vie humaine, devenant un miracle que personne n'aurait jamais pu planifier. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Le matin dans le Grand Nord arriva avec une luminosité qui semblait presque cruelle. La neige reflétait le pâle soleil d'hiver comme du verre brisé, et le vent coupait dans traits courts, exigeants, comme s'il voulait sculpter le monde jusqu'à ses formes les plus simples. L'autoroute fendait la petite ville en deux. Un ruban d'asphalte posé à travers des champs blancs. Une lame d'argent dans une terre qui avait appris à vivre avec le froid. Sur le siège passager, le berger allemand leva la tête. Ses oreilles se dressèrent non vers le danger, mais vers l'absence, vers ce que son maître considérerait plus tard comme un vide dans l'air, un endroit où un son aurait dû être. Rook avait 5 ans, mâle, noir et feu avec une selle plus foncée sur son dos et des yeux ambrés qui semblaient trop vieux pour un visage de chien. Une légère boiterie marquait son pas avant gauche, l'héritage d'une fracture capillaire depuis longtemps guérie. Il se portait comme un animal de travail, même au repos. Poitrine large, posture fière, la confiance tranquille de celui qui avait autrefois porté un harnais K9 qui n'existait plus que comme un fragment calciné gardé à la maison comme une relique. Mason Cade remarqua le changement en lui de la manière dont on remarque le temps avant qu'il ne se gâte. Mason avait 40 ans, grand, juste moins de 61, avec une force physique disciplinée qui n'essayait jamais de s'annoncer. Son visage était rasé de près et anguleux, une mâchoire forte soulignée par des yeux de la couleur des lacs d'hiver, bleu-gris et pensifs. Ses cheveux bruns foncés étaient coupés en un undercut soigné, toujours précis. Il parlait peu, observait d'abord, et quand il parlait, son humour venait sec et doux comme la chaleur dans une pièce pleine de courants d'air. Le froid faisait parfois mal à son épaule gauche, un souvenir d'années qui lui avait appris à quelle vitesse le calme pouvait se transformer en chaos. Aujourd'hui, la douleur était là, constante et familière. Mais ce n'était pas ce qui lui fit relâcher son pied de l'accélérateur. Rook fit cela. Le regard du chien s'était fixé sur le bord de la route où un petit bosquet de pin penchait dans le vent. Là, à moitié caché par une base congère, il y avait une forme qui n'appartenait pas à l'hiver. Une ligne de chaîne rouillée scintilla une fois, puis disparut sous la neige soufflée. Au bord du bosquet se tenait un panneau altéré par les intempéries, défense d'entrée. Propriété privée. C'était le genre de limite qui transforme les gens en témoins plutôt qu'en voisins. Mason s'arrêta. Il n'annonça pas son intention ni ne maudit le froid. Il ouvrit la porte et laissa le vent lui couper le souffle, puis s'agenouilla à la ligne où la route publique devenait terre interdite. À la base d'un pin, attaché assez court pour que le mouvement soit une négociation avec la douleur, il y avait un chiot, 2 mois d'après sa taille, un berger allemand, mâle, noir et feu comme Rook, mais plus doux. Les couleurs pas encore fixées dans leur certitude adulte. Ses oreilles n'avaient pas décidé si elles voulaient se dresser. La neige collait aux moustaches sur son museau. Ses pattes tremblaient avec un rythme qui était presque trop rapide, son souffle fin comme un fil. Il n'aboya pas. Il regarda seulement. Des gens étaient passés ici. Mason pouvait voir les éraflures peu profondes de bottes près de l'est. Accotement, les faibles traces de pneus ralentissant et puis décidant contre cela.
Le panneau avait fait son travail. Les lignes légales, les rumeurs sur les chiens dangereux et l'habitude humaine de ne pas vouloir d'ennui avaient conspiré pour rendre une petite vie invisible. Mason enleva sa veste et l'enroula autour du chiot, sentant le frisson de l'animal à travers le tissu. Rook s'avança et se plaça entre le vent et le chiot, un mur vivant, son souffle régulier, les yeux doux. Mason libéra la chaîne du tronc. Elle se détacha trop facilement. Il tourna le métal dans ses mains gantées et vit ce que le froid seul ne pouvait expliquer. Les maillons près du collier étaient proprement coupés, non cassés par le stress ou mâchés par une gueule paniquée. Et sur le petit anneau d'acier, il y avait une marque, peu profonde mais délibérée. Un minuscule symbole gravé. Inconnu. Faux. Pas un accident. Pas un abandon à la hâte. Un choix. Mason souleva le chiot, qui était si léger que cela fit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Il ne le nomma pas encore. Les noms étaient des promesses. Il plaça l'animal sur le siège entre lui et Rook, rentra la veste plus solidement et se remit doucement sur l'autoroute. La ville glissa devant dans le calme hivernal. Une station-service aux fenêtres givrées, un restaurant avec une seule lumière allumée, des maisons accroupies sous des congères comme des animaux conservant la chaleur. Rook se pencha pour renifler le chiot, la posture du chien aîné prudente, protectrice, comme s'il comprenait la différence entre curiosité et garde. Le chiot regarda Rook avec l'attention intense et inquestionnable des très jeunes. Dans la cabane de Mason sur la colline, celle qu'il avait construite d'où il pouvait voir toute la ville comme une carte de lanterne la nuit, il porta le chiot à l'intérieur et le posa près du poêle. Le feu murmura. Mason remplit un bol d'eau tiède, l'offrit par petites gorgées. Il sécha les pattes du chiot, vérifia les engelures, prononça des mots doux qui n'étaient pas tant des ordres qu'une invitation à respirer. Rook s'assit assez près pour que son flanc touche le côté du chiot et l'ancre de chaleur. Mason remarqua comment les yeux du chien plus âgé continuaient à cligner vers la porte, vers les fenêtres, vers le monde extérieur comme s'il le mesurait contre cette petite présence tremblante. Mason fit ce qui était logique. Il appela le refuge local. Les routes fermaient, dit la bénévole, la voix grésillant à travers. Interférence, tempête étirant les ressources à l'extrême. Il pourrait venir demain si le vent ne transformait pas le col en mur. Mason dit qu'il garderait le chiot au chaud. Quand l'appel se termina, il sortit la chaîne de sa poche et étudia la coupure et le symbole de nouveau sous la lumière de la cuisine. Il avait vu beaucoup de sortes de marques dans sa vie. Rayures d'unité sur l'équipement, gravures d'enfants et arbres, le graffiti insouciant de l'ennui. Ceci n'était ni insouciant ni ennuyé. C'était intentionnel d'une manière qui fit sa douleur à l'épaule s'approfondir en quelque chose d'autre. Il posa la chaîne sur la table. Le chiot dormait, la poitrine se soulevant par incréments inégaux, plein d'espoir. Dehors, le vent pressait contre la cabane comme une question. Il ne se gratta pas ni ne gémit. Il se tint les oreilles hautes et regarda dans le blanc, comme s'il écoutait quelque chose qui n'appartenait pas à la tempête. Puis il revint à la table et posa sa patte, douce, délibérée, sur le morceau de chaîne. Il leva les yeux vers Mason, ambré stable, comme pour dire « ceci compte ». Mason sentit la pièce changer. C'était un petit geste, absurdement simple, mais il portait le poids de chaque moment où les instincts de Rook avaient été justes et ses propres doutes avaient été faux. Le chiot s'agita et se pressa plus près de la chaleur. Mason couvrit la chaîne de sa paume, non pour la cacher, mais pour l'accepter. Il ne savait pas encore ce que la marque signifiait, ni qui avait coupé les maillons. Il savait seulement que quelqu'un avait choisi de laisser une chose vivante à une limite où l'aide était facultative. Il se tenait là dans le calme avec deux chiens, un assez vieux pour se souvenir d'une vie de travail, un assez jeune pour n'avoir fait qu'apprendre la peur, et comprit avec une clarté qui ressemblait à de la foi que ce n'était pas simplement un sauvetage. Il y avait une main humaine dans ce froid, et là où il y avait une main, il y aurait un compte à rendre.
Il ne fit pas un vœu à voix haute. Mason n'était pas donné au discours. Il retourna simplement la chaîne une fois de plus, mémorisa le symbole et regarda la route blanche qui coupait sa ville en deux. Quoi que ce soit qui avait commencé au bord d'un panneau défense d'entrée, l'avait suivi chez lui. Cela ne finirait pas ici. La cabane sur la crête regardait la ville comme un œil patient. Regarde une carte, silencieuse, élevée, absorbant la petite géométrie des toits et des routes sous la neige. À l'intérieur, le poêle ronronnait d'un souffle régulier et la lumière du feu dessinait des lignes ambrées le long des murs en pin. Mason se déplaçait avec le soin exercé de quelqu'un qui avait appris que la hâte peut nuire autant que la négligence. Il remplit l'évier d'eau tiède, la testa avec le dos de sa main et y mit doucement le chiot. Brillait 2 mois, noir et feu, encore doux de jeunesse, les oreilles indécises, trembla d'abord, puis se rendit à la chaleur avec un son qui était presque un soupir. Les manches de Mason étaient retroussées. Les veines le long de son avant-bras ressortaient contre la peau rougie par le froid. Son visage, tout en anglais net et résolution tranquille, s'adoucit pendant qu'il travaillait. Il parlait bas, non des ordres, mais de petites assurances, et sécha chaque patte comme si c'était un instrument fragile. Rook s'assit près, la poitrine large montant et descendant, les yeux ambrés suivant chaque mouvement. Il se pencherait maintenant, puis toucherait son nez à l'épaule du chiot, un message sans mots qui semblait dire « Tu n'es pas seul ici ». Mason offrit de l'eau par gorgées prudentes. Brier but, s'arrêta, but encore. La confiance n'est pas donnée d'un coup, elle est assemblée par incréments. Quand le chiot se recroquevilla finalement contre le poêle, la pièce s'installa dans un nouvel ordre. 3 êtres, 3 souffles, un cercle de chaleur contre la nuit. Mason s'écarta et fit l'appel qu'il s'était promis de faire. La ligne de secours sonna plus longtemps que d'habitude. Une bénévole répondit avec du vent dans sa voix. Les routes fermaient. Une charrue s'était mise en portefeuille sur le col. Il pourrait essayer demain si le temps se calmait. Mason dit qu'il garderait le chien au chaud. Il la remercia. Quand il raccrocha la douleur dans son épaule gauche, un vieux souvenir que l'hiver aimait lui rappeler, se sentit plus lourde, non de douleur, mais de responsabilité. Il plongea la main dans sa poche et posa la chaîne sur la table. Les maillons étaient proprement coupés près du collier, non cassés par le stress. Sur l'anneau, la petite marque rayée attrapa de nouveau la lumière du feu, une entaille délibérée dans un endroit censé être lisse. Mason la tourna dans ses doigts, de la manière dont un bijoutier pourrait examiner un défaut dans une pierre. Il avait appris il y a longtemps que ce qui semble petit peut être la charnière sur laquelle tout tourne. Rook quitta son poste près du poêle et alla à la fenêtre. Dehors, le monde était tout mouvement et effaceur. La neige chevauchant le vent en pâle drap. L'autoroute réduite à une seule veine sombre. Les oreilles de Rook se dressèrent, sa posture se raidissant non par alarme, mais par attention comme si la nuit était une langue qu'il parlait encore couramment. Mason le regarda, puis la chaîne, puis le chiot. Il connaissait la différence entre l'abandon né du désespoir et quelque chose d'autre entièrement. Ceci ressemblait à ce dernier. Il mit une bouilloire. Le son de son réchauffement était un signe de ponctuation domestique dans une journée qui n'avait pas encore fini de parler. Comme la cabane redevint silencieuse, Mason nettoya une petite éraflure le long du cou de Brier où le collier avait frotté. La peau était tendre mais non infectée. Il prit note de le vérifier de nouveau le matin. Il enroula une couverture autour du chiot et posa une serviette pliée près du poêle, un nid improvisé par gentillesse. Rook se coucha, formant une barrière vivante entre Brier et le froid qui pressait les murs. Mason s'appuya contre le comptoir, les yeux traçant les lignes familières de sa maison. Il avait construit cet endroit parce que la hauteur et la distance l'avaient toujours aidé à penser. D'ici, il pouvait voir où il se tenait par rapport à tout le reste. Ce soir, la carte avait changé. Rook. Rook se leva sans un bruit. Il n'alla pas à la fenêtre cette fois. Il marcha vers la table, posa une grande patte, douce, précise sur la chaîne et regarda Mason.
Il n'y avait rien de théâtral dans Geralt, pas d'aboiement ni de gémissement, juste un contact. Mason le sentit comme une question posée directement sur son pouls. Rook avait eu raison avant plus de fois que Mason ne pouvait compter dans des situations où le coup du doute avait été mesuré en vie. Mason couvrit la chaîne de sa main, non pour la cacher, mais pour répondre. Quoi que la marque signifiât, elle avait un témoin maintenant. La bouilloire chanta. Mason se versa du thé dont il ne se souviendrait pas avoir goûté et s'assit à la table avec la chaîne entre ses paumes. Il essaya d'imaginer le choix humain qui avait abouti à un petit corps attaché à un arbre sous un panneau qui absolvait les passants. Peur, commodité, quelque chose de plus froid. Il ne se laissa pas atteindre les explications faciles. Le monde les offrait rarement. Le chiot bougea dans son sommeil, un minuscule son lui échappa, et Mason se leva pour ajuster la couverture. Il se souvint d'autres nuits sous d'autres climats, la façon dont la chaleur pouvait être à la fois un don et une discipline. À l'époque, le silence avait été tactique. Ici, le silence était une invitation à écouter. Près de minuit, des phares montèrent la crête et ralentirent près de la cabane. La main de Mason alla instinctivement au comptoir vers rien en particulier. Habitude, pas menace, un coup vain, prudent, respectueux. Quand il ouvrit la porte, le froid se précipita avec une femme en parka bleu marine saupoudrée de neige. Elle était dans la trentaine, de taille moyenne, compacte de la manière dont les gens qui traversent l'hiver deviennent. Ses cheveux noirs étaient tirés en une attache basse. Son visage était net, les yeux bruns et clairs. « Bonsoir, dit-elle, la voix portant la fermeté de quelqu'un qui ne gaspille pas les mots. Adjointe Mara Quinn. Elle jeta un coup d'œil derrière lui une fois, observant le poêle, le chien près du feu, la forme plus petite enveloppée dans une couverture. Nous avons reçu un appel du refuge concernant un pick-up près du col. J'ai pensé vérifier avant que les routes ne ferment entièrement. Mason s'écarta. Vous êtes la bienvenue d'entrer. Elle le fit, tapant la neige de ses bottes, observant les détails comme le font les professionnels. Qu'est-ce qui était hors de propos? Qu'est-ce qui était nouveau? Il lui donna la version courte où il avait trouvé le chiot, le panneau, la chaîne. Mara s'accroupit près de Briey, garda son mouvement lent, sa voix égale. « Salut », dit-elle, ne touchant pas, laissant l'œil de l'animal décider. Son regard se posa sur la chaîne sur la table quand Mason la posa entre eux. Elle ne l'atteignit pas immédiatement. « Vous avez dit qu'elle était coupée. » Mason hocha la tête. Propre, et il y a une marque. Il tourna l'anneau pour que la lumière du feu l'attrape. La bouche de Mara se fixa en une ligne qui n'était pas tant féroce que calcul. Pas doux, elle dit que quelqu'un fit cela. C'est ce que ça ressentait. Mason dit que le sauvetage ne peut pas arriver ici avant le matin. Nous prendrons note. Elle dit que je peux enregistrer l'emplacement et le panneau. Si c'est plus qu'un événement isolé, des schémas apparaissent. Son ton était procédural, mais ses yeux s'étaient adoucis quand elle regarda de nouveau Briey. Vous avez fait la bonne chose. Mason n'avait jamais été très friand de louanges. Il inclina la tête une fois. Mara Rose ajusta ses gants. Je vérifierai l'accotement sur mon chemin de retour, dit-elle. Si je vois autre chose, j'appellerai. À la porte, elle marqua une pause. Vous vivez ici seul? Moi et Louis, dit Mason, hochant la tête vers Rook. Et maintenant, il ne finit pas. Pour cette nuit, dit-elle. Elle donna à Rook un regard de respect professionnel, le genre que les gens réservent aux animaux qui l'ont mérité, et recula dans la neige. La cabane retourna à ses 3 battements de cœur. Mais le monde s'était étendu d'un témoin de plus. Mason nettoya la table, laissa la chaîne là où elle gisait. Il s'assit sur le sol le dos au poêle et laissa la chaleur s'infiltrer dans son épaule. Rook gisait à son côté, le chiot entre ses pattes. Dehors, le vent inquiétait les arbres. Mason pensa au panneau au bord de la route et à la facilité avec laquelle les lignes nous absolvent. Il pensa à la marque sur la chaîne, à la patte de Rook, aux yeux prudents d'une adjointe. Il ne savait pas encore ce qui en adviendrait. Il savait seulement que le chevalier lui avait livré une responsabilité
qu'il ne pouvait pas déposer. Quand il se leva finalement pour tisonner le feu, il marqua une pause à la table, toucha la chaîne une fois de plus, et la plaça dans une petite boîte en fer qu'il gardait pour les choses qui comptaient. Il posa la boîte en fer sur l'étagère près de la porte. Certaines personnes collectionnent des souvenirs de meilleurs temps. Mason gardait des preuves. Il éteignit la lumière, laissant la lueur du poêle veiller. Dans le calme qui suivit, 3 souffles trouvèrent leur rythme. Dehors, la crête tenait sa veille sur la ville. À l'intérieur, quelque chose de fragile dormait, et quelque chose de résolu ne le fit pas. Le seul voisin de Mason sur la crête était Everett Hale, dont la maison était assise à quelques centaines de mètres en contrebas, nichée dans un coude d'épicéas, où le vent apprenait à baisser sa voix. La cour était toujours blanche et immaculée, comme si la neige elle-même respectait un homme qui ne faisait plus beaucoup de bruit dans le monde. De l'extérieur, l'endroit ressemblait à un souvenir. Bardage gris, un porche étroit, une fenêtre qui brillait tard dans la nuit. À l'intérieur vivait un veuf de 74 ans qui avait été autrefois un machiniste de chemin de fer, le genre de travail qui enseignait aux mains à être patientes et aux esprits à accepter que le progrès venait par pouces. Everett était de taille moyenne, de constitution élancée, ses épaules inclinées par des années à se pencher sur des moteurs qui ne répondaient qu'à la persévérance. Ses cheveux avaient pris la couleur du givre, fins et soigneusement coiffés, son visage une carte de lignes douces. Il parlait lentement, non parce qu'il était stupide, mais parce qu'il pesait les mots comme un homme qui avait perdu quelque chose d'irremplaçable le fait. Ses yeux, pâles et stables, portaient un humour privé qui arrivait par brefs éclairs, comme une allumette frottée dans une pièce sombre. « Je me suis tellement habitué au silence, dit-il à Mason une fois. Debout dans l'encadrement de la porte avec la radio murmurant derrière lui, que parfois j'ai peur de la chaleur quand elle apparaît. » La ligne était à moitié blague, à moitié confession, le genre que les gens font quand ils vous font confiance pour ne pas les plaindre. Au cours des jours suivants, Brière resta à la cabane. Mason ne précipita pas ce qui avait déjà été précipité une fois par quelqu'un d'autre. Il emmena le chiot à la petite clinique vétérinaire en ville où la seule vétérinaire de service, une femme compacte avec une touffe d'argent à ses tempes et des mains qui ne tremblaient jamais, vérifia l'éraflure au cou de Brière, écouta son cœur, le déclara en sous-poids mais fort. Le chien mangea, dormit, mangea encore. Ses oreilles vacillaient entre l'enfance et la promesse de ce qu'il deviendrait. Rook ne le laissa jamais seul. Le berger plus âgé se positionna de sorte que le chiot puisse sentir un corps à côté du sien, un tutoriel sans mots en sécurité. Mason tint sa promesse à la ligne de secours et attendit le jour où les routes rouvriraient. Quand l'appel vint, ce n'était pas avec un camion, mais avec la même voix, apologétique. Ils étaient pleins, et la prochaine admission serait dans des semaines. Mason la remercia, raccrocha et regarda le petit animal endormi près du poêle. Il avait déjà commencé à penser la pensée qui l'effrayait. Parfois, la bonne chose n'est pas la chose que vous vous attendiez à faire. Il descendit chez Everett cet après-midi-là, la neige couinant sous ses bottes, Rook marchant silencieusement à son côté, Brière émitouflé dans sa veste. Everett répondit avec la curiosité prudente d'un homme qui n'avait pas souvent de compagnie. Quand Mason expliqua où il avait trouvé le chiot, le rapport du vétérinaire, l'arriéré du refuge, Everett écouta sans interruption, les mains croisées, les yeux doux. « Vous ne me demandez pas de prendre un chien, dit-il finalement. Vous me demandez de partager une vie. » Mason hocha la tête. « Je ne ferai pas semblant que c'est facile, mais je pense que vous seriez bons l'un pour l'autre. » Everett regarda le paquet, puis remonta son regard, et quelque chose dans son expression passa de la surprise à quelque chose de plus vieux et plus courageux. « J'ai eu des machines, dit-il. J'ai eu des emplois du temps. J'ai eu des pertes. Peut-être est-il temps que j'aie une raison de me lever qui ne soit pas juste le soleil. » Mason n'habilla pas le moment comme de la générosité. Il le traita comme ce que c'était, un test de confiance.
Il offrit d'installer une caméra de Porsche et une cloche pour vérifier chaque matin pour être la deuxième paire de mains si la peur arrivait dans la nuit. Everett accepta tout cela, non comme une charité, mais comme un partenariat. Ils posèrent le chiot sur le tapis tressé près de la porte. Bryé hésita, puis, comme si, reconnaissant une gravité qu'il ne pouvait nommer, marcha droit dans les jambes d'Everett et appuya son petit poids contre elle. Everett rit, un son qui surprit même lui, et s'agenouilla avec soin, ses longs doigts tremblants en trouvant la fourrure. Mason regarda depuis le seuil, son visage arrangé en quelque chose de sévère pour empêcher la tendresse de le submerger. Rook fit un son grave dans sa poitrine qui aurait pu être de l'amusement. Au moment où Mason partit, la maison ne ressemblait plus à un souvenir. Elle ressemblait à un début. Il revint le matin suivant, comme promis, et le matin d'après. Il apporta de la nourriture, une couverture plus épaisse, un jouet à mâcher, que Bryé ignora promptement en faveur de la botte d'Everett. Le chiot apprit rapidement la géographie de son nouveau monde. Le carré chaud près du poêle, la fenêtre où la lumière tombait, la chaise qu'Everett préférait. Everett, à son tour, apprit à parler de nouveau, non fort, mais souvent. Il narra ses journées au chien, lui parla des locomotives et du son que l'acier fait quand il est sur le point de se comporter. Mason se tiendrait dans l'encadrement de la porte et écouterait, sentant quelque chose en lui se délier. Ce fut le 3e jour qu'il le vit, une légère tache sur la clôture usée par les intempéries, à l'arrière de la propriété d'Everett, juste au-dessus de l'endroit où la neige s'était accumulée contre les planches. Au début, cela ressemblait à rien, une touche insouciante de peinture grise. Puis la lumière l'attrapa, et Mason sentit le même petit frisson précis qu'il avait senti à sa table avec la chaîne. La tache n'était pas aléatoire. Sa courbe et son entaille faisaient écho à la marque gravée dans l'anneau d'acier. Il ne la toucha pas. Il ne le mentionna pas à Everett. Il remonta la colline avec Rook, chaque sens discrètement alerte. Cette nuit-là, dans sa cabane, Mason révisa les images de la caméra de Porsche qu'il avait installée plus tôt. La cour gisait vide, la neige intacte. Il se dit de ne pas inventer d'ombre. Il dormit légèrement. Rook. Près de l'aube, quand le monde est le plus honnête, Rook se leva de sa place près de la porte et alla à la fenêtre qui donnait sur la clôture d'Everett. Il n'aboya pas. Il ne grogna pas. Il se tint absolument immobile, les yeux fixés sur la pâle ligne de planche comme s'il lisait une phrase que seul lui pouvait voir. Mason vint se tenir à côté de lui. Dehors, il n'y avait rien. Pas de traces, pas de mouvement, seulement la tranquille certitude dans la posture du chien. Mason sentit la question se poser de nouveau, celle que Rook avait posée avec sa patte sur la chaîne. Ce que vous choisissez maintenant importera plus tard. Il s'habilla, épaula dans le froid et descendit chez Everett à l'heure bleue. La tache était toujours là, une suggestion plutôt qu'une marque, facile à manquer si vous ne la cherchiez pas. Mason la photographia, non avec le drame de l'accusation, mais avec le calme d'un homme qui avait appris à construire un dossier à partir de petites vérités patientes. Il frappa. Everett ouvrit la porte avec Bryé à ses talons. Le chiot bondit, les oreilles flottantes, toute la physique innocente de la joie. Mason rendit le salut et resta assez longtemps pour boire du café qui goûtait faiblement de chicorée et de soin. Il ne parla pas de la clôture. Pas encore. Cet après-midi-là, un camion qu'il ne reconnut pas ralentit sur l'autoroute sous la crête. Mason remarqua parce qu'il avait appris à remarquer le non remarquable. Il ne s'arrêta pas, il ne tourna pas. Il ralentit simplement, comme s'il prenait la mesure d'un lieu, puis continua. Mason sentit le monde s'incliner d'un degré. Il retourna chez Everett avant le crépuscule, apporta un nouveau jeu de pilet pour la caméra, testa la cloche. Everett le taquina doucement pour s'agiter. « Vous avez transformé mon Porsche en vaisseau spatial, dit-il, mais ses yeux étaient reconnaissants. Bryé trotta entre eux, déjà plus sûr de ses pattes, déjà rendant la maison bruyante de vie. Quand Mason partit, il marqua une pause à la clôture et regarda de nouveau la faible peinture, sa ligne,
l'intention. Il n'avait pas la preuve d'une chose. Il n'avait qu'un motif commençant à parler. Il rentra chez lui sous un ciel qui s'aiguisait dans l'étoile, le pas de Rook s'accordant au sien. À l'intérieur, il prit la petite boîte en fer de l'étagère près de la porte et l'ouvrit. La chaîne gisait là où il l'avait placée, terne à la lumière de la lampe, la marque attendant comme un mot qui n'a pas encore été traduit. Il ne se laissa pas sauter en avant vers des méchants ou des complots. Il se laissa sentir ce qui était présent, qu'un don avait été fait de bonne foi, qu'une vie avait trouvé un foyer et que quelque part dans les espaces que les gens laissent quand ils choisissent de ne pas voir, une autre intention avait commencé à bouger. Il ferma la boîte en fer, la remet en place et s'assit sur le sol le dos au poil. La vieille douleur dans son épaule, un rappel familier que le soin porte toujours du poids. Dehors, la crête tenait son calme. En bas de la pente, une lumière brûlait dans une maison qui avait été trop silencieuse trop longtemps. Mason s'autorisa le plus petit sourire, non de soulagement, mais de résolution. Le don avait fait ce que les dons font parfois. Il avait révélé non seulement ce qui était bon, mais ce qui le mettrait à l'épreuve. Le matin arriva avec une lumière cristalline dure qui faisait que chaque bord du monde semblait nouvellement coupé. La neige scintillait comme du verre moulu à travers la crête, l'air si froid qu'il sonnait quand vous le respiriez. Everett Hale monta sur son porche avec une tasse tenue dans les deux mains, la vapeur s'élevant et disparaissant, comme si le jour était déterminé à effacer la chaleur à vue. Il avait commencé à préférer les premières heures depuis que Briere était entré dans sa vie. Le besoin de routine du chiot lui avait donné une raison de saluer le matin plutôt que de l'endurer. Everett avait 75 ans et était élancé et bâti, ses épaules inclinées avec la vieille patience d'un machiniste, les cheveux pâles et soigneusement coiffés, les yeux stables et gentils. Il bougeait prudemment maintenant, non par peur mais par habitude, comme si le monde était quelque chose avec quoi on négociait avec respect. Briere trotta à ses talons, noir et feu, encore doux de jeunesse, les oreilles indécises, les yeux brillants de la foi simple du nouvellement aimé. Everett posa la tasse sur la rampe, se pencha pour attacher le petit collier de Briere et sentit le jour s'incliner. Ce ne fut pas de la douleur au début, pas l'alarme aiguë que les gens attendent. C'était un écoulement, comme si le corps avait tranquillement quitté la pièce et l'avait laissé remarquer après. Sa main droite glissa de la rampe. La tasse se brisa sur les marches. Le monde pencha. Everett atteignit le poteau, le manqua et se plia dans la neige avec un son qui était plus surpris que de la peur. Une moitié de lui devint étrangement silencieuse, un rivage où la sensation n'arrivait plus. Briere figea pendant un battement de cœur, la manière dont les jeunes animaux font quand quelque chose de trop grand, pour leur compréhension, change les règles. Puis il commença à tourner en rond. Nez pressé contre le manteau d'Everett, un gémissement fin, urgent, traversant l'air. Everett essaya de parler et trouva que les mots n'attendaient pas là où ils étaient habituellement. Le froid pressait contre sa joue. Le souffle du chiot soufflait en petits nuages sur son visage. Briere leva la tête et aboya, non le bruit joueur qu'il avait pratiqué dans la sécurité de la maison, mais quelque chose de brut et d'épuisant. Un son tiré de quelque part plus profond que l'entraînement. Il courut au bord de la cour, fit demi-tour, aboya de nouveau, courut, glissa, courut. La crête était un long chemin. Ses pattes étaient courtes. Son courage ne l'était pas. Il atteignit le virage du chemin qui menait à la cabane de Mason et vacilla, la poitrine haletante, un son déchirant sa gorge. Dans la cabane au-dessus, Mason Cade se tenait au comptoir, rinçant sa tasse, son épaule gauche portant sa familière douleur hivernale. Rook gisait près de la porte, le corps du berger plus âgé une étude tranquille et de la préparation. Quand le son les atteignit, il n'arriva pas tant comme du bruit que comme une absence. Quelque chose dans l'air qui n'aurait pas dû être vide. La tête de Rook se leva, ses oreilles se dressèrent. Il n'aboya pas. Il alla à la porte et attendit.
Mason bougeait déjà. Dehors, le froid frappa comme un verdict. Il vibriait au tournant, petit corps tremblant, les yeux grands ouverts avec un message trop grand pour qu'il le porte seul. Mason s'agenouilla, prononça le nom du chiot, et le chien tourna et courut en arrière par le chemin qu'il était venu, s'arrêtant tous les quelques mètres pour regarder par-dessus son épaule, comme pour s'assurer que l'humain qu'il faisait confiance était toujours là. Rook suivit, longue foulée mangeant la distance, le nez bas vers la neige, absorbant l'histoire écrite en odeur et urgence. Ils traversèrent la cour d'Everett en secondes. Mason vit la forme contre le blanc et sentit le monde se contracter à ce qui comptait. Everett gisait sur le côté, un bras inutile, le souffle irrégulier. Ses yeux trouvèrent ceux de Mason avec un sentiment de reconnaissance qui était à la fois soulagement et excuse. « C'est bon, » dit Mason, « parce que les mots sont ce que nous donnons quand le temps est ce dont nous avons besoin. » Il glissa un bras sous les épaules d'Everett, attentif à la silhouette de l'homme, à la façon dont le froid avait déjà commencé à réclamer la chaleur. Il sentit le glissant de la neige fondante à travers le manteau d'Everett. Il appela les services d'urgence de sa main libre, la voix stable, précise, la façon dont on lui avait appris à être quand la stabilité est la différence entre la peur et la fonction. Rook se tint prêt, formant un coupe-vent sans qu'on le lui dise. Brillet se pressa contre le cou d'Everett, un petit poids sérieux, comme si sa chaleur pouvait discuter avec Lever. Les questions du répartiteur vinrent. Mason y répondit. Il souleva Everett, l'homme plus léger qu'il n'avait le droit d'être, le porta au camion. À l'intérieur de la cabine, Mason le coucha sur le siège, ajustant les bouches de chauffage, plaçant une couverture autour de ses épaules. Brillet grimpa, ignorant l'air froid qui se précipita quand la porte s'ouvrit et blottit son petit corps dans le creux de la clavicule d'Everett, le nez sous la mâchoire de l'homme plus âgé. La respiration d'Everett s'accrocha, puis se stabilisa, puis s'accrocha de nouveau. « Reste avec moi, » dit Mason, non comme une supplique, mais comme une direction à l'univers. Le trajet jusqu'à l'hôpital prit 7 minutes. Il semblait en plus long. Dans la baie d'urgence, les infirmières bougeaient avec la chorégraphie de gens qui ont appris à transformer l'urgence en ordre. Une médecin, Dr. Laia Chen, début quarantaine, mince, cheveux foncés tirés dans un chignon sévère, yeux perçants d'une gentillesse qui ne gaspillait pas le mouvement. Les rencontra à la porte. Elle jeta un coup d'œil au visage d'Everett, le relâchement d'un côté, le chiot pressé contre son cou, et prit une décision avec un hochement de tête. « Maintenant, » dit-elle. Mason recula quand on le lui demanda. Il se tint dans le couloir avec Rook à son côté. Brillet fut transféré à contre-cœur dans les bras d'une infirmière pour un moment, puis revint quand le Dr. Chen le permit, reconnaissant que parfois les plus petits conforts sont la médecine la plus puissante. Quelques minutes plus tard, le Dr. Chen sortit, enlevant ses gants, le souffle un peu rapide. « Vous l'avez amené ici à temps, » dit-elle. « Quelques minutes de plus et nous aurions une conversation différente. » Mason ferma les yeux une fois. Il ne dit pas merci de la manière dont les gens le font habituellement. Il le dit de la manière dont il le pensait. Everett fut admis pour observation. Brillet fut autorisé à rester quelques minutes de plus que ce que la politique permettait. Une concession faite par des gens qui savent quand les règles peuvent plier sans casser. Les yeux d'Everett suivirent le chiot, et pour un moment la peur qu'il avait suivie depuis la chute relâcha son emprise. Mason regarda depuis l'encadrement de la porte, l'épaule de Rook contre sa jambe, et sentit l'étonnement profond, tranquille d'un homme qui a vu à quel point la ligne peut être mince entre avant et après. Rook, comme Mason, sortit pour appeler l'adjointe Mara Quinn et la laisser savoir ce qui s'était passé, son téléphone vibra de nouveau. Un numéro inconnu. Il l'ignora. À l'intérieur, Breer s'agita, le nez pressé contre la joue d'Everett. Les doigts d'Everett bougèrent, lents mais délibérés, reposant sur le dos du chiot. Il regarda Mason avec quelque chose comme de l'émerveillement. Il savait, dit-il, la voix épaisse, les mots durs
Mason hocha la tête, incapable pour un moment de trouver les siens. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, il répondit. Une voix qu'il ne reconnut pas parla avec un calme qui semblait pratiqué. « Vous avez fait une bonne chose aujourd'hui, dit-elle, mais vous posez les mauvaises questions. » La ligne devint morte. Mason se tint dans le couloir, mais dans l'œil, les lumières fluorescentes bourdonnant comme un ciel indifférent, et sentit la journée acquérir une deuxième signification. Il retourna à la chambre d'Everett. Le docteur Chen le briefa sur le diagnostic. Un AVC ischémique attrapé à temps. Nous le surveillerons de près. Elle dit qu'il avait de la chance. Mason regarda Briere, maintenant endormi contre l'épaule d'Everett, et pensa à la chance comme quelque chose qui prend parfois la forme d'un aboiement. Quand Everett dormit finalement, Mason sortit dans la nuit froide. Il appela Mara Quinn. Elle arriva en quelques minutes. Parker saupoudré de neige, les cheveux toujours tirés en arrière, les yeux aussi clairs qu'ils l'avaient été à la cabane. Mason lui parla de l'appel. Il lui parla de la chaîne, de la marque, de la légère tache sur la clôture. Il n'embellit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Mara écouta de la manière dont les gens qui ont appris à reconnaître la première note d'une longue chanson écoutent. « Votre numéro apparaissant dans les dossiers de l'hôpital n'est pas censé arriver, dit-elle. Je vais regarder cela. » Sa mâchoire se serra, non de colère mais d'intention. « Pour l'instant, concentrez-vous sur votre voisin. » Mason hocha la tête. Ils se tinrent ensemble sur le parking de l'hôpital, le souffle faisant des fantômes dans l'air. À l'intérieur, Everett se reposait. Le petit corps de Briere montait et descendait avec la stabilité empruntée d'un homme qui avait reçu plus de temps. Rook attendait aux côtés de Mason, les yeux scannant l'obscurité comme s'il lisait ce qu'elle ne montrait pas encore. Mason retourna à la crête seule avec Rook, la cabine silencieuse, ses pensées mesurées. Il n'était pas allé chercher un combat. Il était allé chercher une vie et trouva les deux. À la cabane, il tisonna le poêle, posa la bouilloire pour quand il reviendrait. Il prit la petite boîte en fer de l'étagère et la tint dans sa main, sentant le poids de la chaîne à travers le métal. Il ne l'ouvrit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. La signification du jour était déjà claire. La gentillesse avait bougé le monde et quelque chose avait remarqué. Il verrouilla la porte, éteignit la lumière et laissa la crête garder sa veille. En bas de la colline, dans une pièce qui sentait l'antiseptique et l'espoir, un homme dormait parce qu'un chiot avait refusé d'être silencieux. Le froid n'était plus juste du temps. Il avait appris à parler. La récupération d'Everett vint par petits incréments tenaces, le genre qui requiert plus de patience que de célébration. Les médecins étaient satisfaits de ces progrès, prudents avec leur langage et inébranlables dans leurs instructions. Il marchait avec une canne maintenant, un morceau mince de bois poli qui faisait que sa silhouette élancée paraissait plus délibérée que fragile. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, avaient pris un désordre plus doux, comme si la brosse de la mortalité avait dénoué quelque chose en lui qui ne pouvait être entièrement recoiffé. Il parlait un peu plus lentement qu'avant, mais l'humour dans ses yeux était revenu, et avec lui la dignité tranquille qui l'avait toujours définie. Ce qui n'était pas revenu était l'aisance. Everett ne s'inquiétait pas pour lui-même, mais pour la petite vie qui était devenue son ancre. « Si quelque chose lui arrivait à cause de moi, dit-il un après-midi, regardant briller somnolé dans un carré de soleil d'hiver, je ne pardonnerai jamais au monde de nous avoir mis ensemble. » Mason, debout près de la fenêtre, répondit avec le genre de certitude qui vient de choisir un fardeau plutôt que de l'avoir placé sur vous. « Rien ne lui arrivera, dit-il. » Rook, plus âgé maintenant de manières qui n'avaient rien à voir avec les années, sembla accepter la promesse comme une mission. Le pelage noir et feu du berger allemand semblait presque noir dans la lumière d'hiver profonde, ses yeux ambrés alertes même au repos. Son avant-jambe gauche portait toujours sa légère boiterie, mais le reste de lui était pure préparation. Il regardait les portes, les fenêtres, les ombres. Il avait toujours été un gardien. Maintenant, il avait quelque chose de plus petit à garder.
Ce fut Rook qui remarqua le premier signe que le froid n'était plus juste du temps. La nuit était tombée dure et claire, étoiles comme des piqûres d'épingles dans un drap noir. Mason était à la cabane vérifiant le flux de la caméra de poche de la maison d'Everett sur son ordinateur portable, une habitude qui était devenue aussi routinière que d'alimenter le poêle. Rook leva la tête, les narines dilatées. Il ne grogna pas. Il se déplaça vers la porte, la queue bas, la posture tirée en une ligne droite d'intention. Mason le suivit dehors. Le vent portait une odeur qui n'appartenait pas à la neige. Essence, faible mais indubitable. Puis en dessous, un son lointain, la basse vitesse d'un camion s'avançant doucement dans l'air froid. Rook fit quelques pas en descente, le nez près du sol, puis regarda en arrière une fois pour s'assurer que Mason était avec lui. Ils ne se précipitèrent pas. Ils ne dramatisèrent pas. Ils marchèrent dans la nuit comme des hommes marchent au travail. Sous la crête, l'autoroute gisait sombre, l'accotement bordé de congères. Au bord de la ville, une paire de phares s'éteignit, puis se ralluma, comme pour tester l'endroit. Le camion ne s'arrêta pas, il n'avait pas besoin de le faire. Mason regarda jusqu'à ce qu'il soit parti, mémorisant la façon dont il s'était déplacé, la façon dont la lumière avait effleuré la neige, sans jamais toucher les maisons. Il rentra à l'intérieur et fit un appel à la seule personne en qui il avait confiance pour entendre ce qu'il était sur le point de dire, sans le rejeter, ni le transformer en quelque chose qu'il n'était pas. L'adjointe Mara Quinn répondit au second coup de fil. « Je sens de l'essence sur la crête, dit Mason, et je pense que quelqu'un utilise les routes de l'arrière-pays. » Il y eut une pause sur la ligne, non de l'hésitation, mais une recalibration. Mara était dans la trentaine, compacte avec une manière de se tenir qui suggérait qu'elle mesurait toujours les sorties. Ses cheveux foncés étaient habituellement tirés en une attache basse, son visage net et sans fard, des yeux qui ne manquaient pas ce qu'ils étaient censés voir. Elle avait grandi dans une ville qui vous apprenait à vous méfier à la fois des étrangers et du silence, et quelques années en uniforme avaient affûté cet instinct en discipline. « Je ne peux pas rouler sur une odeur, dit-elle, mais je peux écouter. Quoi d'autre? » Mason lui dit ce qu'il avait remarqué au cours des derniers jours. Traces de pneus qui apparaissaient et disparaissaient du jour au lendemain. La faible tache sur la clôture d'Everett, la façon dont un camion non reconnu avait ralenti sur l'autoroute, et puis continué comme s'il comptait quelque chose. « Je ne veux pas faire de bruit, » ajouta-t-il. « Pas encore. » Mara comprit le calcul. « Observez, dit-elle. Documentez. »« N'intervenez pas, je ne le ferai pas. » Mason répondit. Il le pensait. La nuit suivante, Rook le mena de nouveau. Cette fois, l'essence était plus forte, traversée de quelque chose d'autre. Huile, vieux bois. Ils suivirent l'odeur le long d'une étroite ramification qui partait de la route de comté et descendait vers un bas-fond au bord de la ville. La neige avait été poussée de côté par endroits, pas assez pour attirer l'attention d'une patrouille qui passait, mais assez pour quelqu'un qui savait lire le sol pour voir que du trafic y avait été récemment. Rook marqua une pause, là où la ramification courbait derrière un bosquet de peupliers tremble nus. Au-delà, à moitié cachée par l'ombre et les congères, se tenait une longue structure basse que Mason avait supposée pendant des années, n'était rien de plus qu'une remise agricole abandonnée. De près, elle se révéla être quelque chose d'autre entièrement. Un entrepôt d'une époque différente, son revêtement déformé, son toit rapiécé de carrés de tôle dépareillés. Une seule lumière brûlait à l'intérieur, faible et délibérée. Mason n'approcha pas. Il resta à l'arbre-ligne, regardant. Un camion arriva en roulant, ses plaques recouvertes de boue au point d'anonymat. 2 silhouettes en sortirent. D'où ils se tenaient, Mason ne pouvait pas distinguer les visages, seulement des silhouettes qui bougiaient avec la confiance d'hommes qui croyaient être invisibles. Ils firent glisser la porte de l'entrepôt juste assez pour admettre le camion, puis la refermèrent. La lumière s'éteignit. Mason leva son téléphone et prit des photographies, attentif à ne pas utiliser le flash. Il nota les détails de la manière dont il avait autrefois appris à les noter.
L'angle d'entrée, le chemin, le timing, la façon dont un homme jeta un coup d'œil en arrière vers l'autoroute avant de disparaître. Quand il revint à la cabane, il écrivit tout. Il ne dormit pas beaucoup. À la lumière du jour, l'endroit ressemblait à ce qu'il prétendait être, abandonné et sans importance. Mais quand Mason marcha sur le périmètre, il vit ce que la nuit lui avait montré. Petit trou rectangulaire coupé dans le bois près du sol, juste assez grand pour admettre l'air. Ventilation, le genre que vous coupez quand quelque chose à l'intérieur a besoin de respirer. Il s'accroupit et toucha le bord d'une ouverture. Le bois était fraîchement rasé. À proximité, il trouva un morceau de ficelle et une tache de peinture qui correspondait à la faible marque sur la clôture d'Everett et au symbole sur la chaîne. Il prit des photos. Il n'alla pas à l'intérieur. Il n'avait pas à le faire. Il appela Mara et lui envoya les images. « Vous aviez raison d'attendre, dit-elle, sa voix un fil grave de résolution. Je tirerai les registres de propriété tranquillement. » Il ne fallut pas longtemps pour découvrir ce qui s'était caché à la vue de tous. L'entrepôt était assis sur une étroite bande de honneur qui courait comme un couloir derrière plusieurs parcelles, incluant le terrain qui bordait la maison d'Everett et faisait face à l'autoroute. La bande avait été cédée il y a des décennies à une coopérative agricole défunte. Sa propriété actuelle était un labyrinthe de sociétés écrans qui menait nulle part et partout à la fois. Plus important que le papier était la géographie. Si quelqu'un contrôlait ce couloir, il contrôlait une route privée des chemins de traverse à l'autoroute, une artère invisible à travers la ville. Cette nuit-là, Mason vit ce qui bougeait à travers elle. Un camion arriva après minuit. La porte s'ouvrit plus large qu'avant. À l'intérieur, empilées contre le mur du fond, il y avait des caisses en bois, chacune avec une fente étroite coupée près du haut. De l'intérieur vinrent les sons doux et agités d'êtres vivants. Pas des voix, des respirations, des grattements. Il n'eut pas besoin de deviner quel genre de cargaison nécessitait air et obscurité. Sa mâchoire se serra, non de colère, mais de concentration. Il resta assez longtemps pour documenter, puis se retira par le chemin qu'il était venu. À mi-chemin du retour à la crête, Rook s'arrêta net. Pas les pattes alertes d'un chien de travail, mais quelque chose de plus profond, presque révérencieux. Il tourna, leva les yeux vers Mason, puis regarda en arrière vers le bassin où l'entrepôt dormait. Il ne bougea plus jusqu'à ce que Mason posa une main sur son collier. Dans ce calme, Mason sentit le poids particulier de la reconnaissance, le sentiment que le chemin qu'il avait choisi n'était plus seulement le sien. Certaines vérités ne sont pas apprises, elles sont acceptées. Quand Mason atteignit la maison d'Everett le matin suivant, il trouva le vieil homme dans la cuisine, la canne appuyée contre le comptoir, brillé à ses pieds, rongeant un jouet en corde. Everett avait meilleure mine que la veille, la couleur de retour dans ses joues, les yeux clairs. « J'ai trouvé quelque chose, dit Everett, comme s'il continuait une conversation qu'il avait attendue. D'un tiroir, il retira un petit carnet relié en cuir. Ses bords étaient usés jusqu'à la douceur par des années de manipulation. « De Mary, dit-il. » Mary avait été sa femme, partie maintenant depuis plus d'une décennie, une femme aux os fins et à la grâce tenace, qui avait cru que le soin était une forme de travail. Je mettais les choses en ordre pendant que j'ai été plus lent. Il ouvrit le carnet et le tourna vers Mason. L'écriture était précise, penchée, pleine de marges. Il y avait des croquis de chenilles, des listes de fournitures, des calculs en colonnes soignées. En haut d'une page, un titre en écriture soignée, un endroit pour garder le chaud. Elle voulait commencer quelque chose, dit Everett. Un fond, un abri, pas juste pour les animaux. Il tapota une autre page où une note dans la marge lisait « Et pour les vieux qui gèlent seuls, pour les rendre assis, nous ne l'avons jamais fait, la vie s'en est mêlée. » Puis elle fut partie. Il ferma le carnet doucement. « Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ceci. Peut-être attendais-je une raison de l'ouvrir. » Mason regarda le chiot endormi et sentit le passé et le présent s'emboîter dans un motif qui ne semblait pas accidentel. Il dit à Everett,
ce qu'il avait vu. Il ne dramatisait pas. Il n'adoucit pas. Everett écouta, le visage composé, une main reposant sur le carnet. « Donc la Terre compte, dit-il finalement. Pas à cause de moi, à cause de ceux qui la traversent, à cause de ceux qu'ils y déplacent, dit Mason. Everett hocha la tête. Mary disait que la lumière ne chasse pas toujours l'obscurité. Parfois, elle vous montre juste où vous tenir. Il glissa le carnet de nouveau dans le tiroir. Quoi que vous ayez besoin, vous l'avez. Mason plaça une main sur l'épaule d'Everett, conscient de la fragilité récente de l'homme, et sentit quelque chose comme un vœu prendre forme sans mots. Cette nuit-là, la sirène d'un train qui passait résonna à travers le bassin, un son qu'Everett avait autrefois connu intimement. Depuis la crête, Mason regarda la forme sombre de l'entrepôt avaler un autre camion. En bas de la pente, dans une maison qui avait appris à respirer de nouveau, Briar leva la tête et aboya une fois, court, aigu, non en jouant, mais en avertissement. Rook répondit par un son grave et stable qui n'était pas de la peur. C'était de la préparation. Mason écrivit ses notes, les envoya à Mara et s'assit longtemps avec la boîte en fer qui tenait la chaîne. Il ne l'ouvrit pas, il n'avait pas besoin de le faire. Le froid dehors avait appris une nouvelle langue. Il parlait de racines et d'ombres, d'hommes qui croyaient pouvoir déplacer la vie à travers une ville sans être vus. Mason ne les haïssait pas. Il n'avait simplement pas l'intention de les laisser rester invisibles. La nuit s'épaissit, la crête tenait. En dessous, le couloir attendait, et quelque part entre un carnet écrit par une femme qui croyait en la chaleur et un aboiement qui avait autrefois ramené un homme du bord, un chemin commença à prendre sa vraie forme. Mason ne bougea pas seul. Il avait appris bien avant que la crête ne lui enseigne le langage de la neige, que les victoires les plus propres étaient celles qui ne laissaient aucun doute sur la façon dont elles avaient été gagnées. Tout ce qu'il avait rassemblé, photographies de l'entrepôt, horodatage des camions, images des caisses ventilées, la carte de l'étroit couloir terrestre. Il passa au seul canal qu'il faisait confiance. L'adjointe Mara Quinn reçut les fichiers sans cérémonie, ses réponses concises et exactes. « Vous restez où vous êtes », écrivit-elle. « Observez, enregistrez. Laissez-nous faire le reste. » Mason fut d'accord. Ce ne fut pas la retenue qui le guida. Ce fut le respect pour la forme de justice en laquelle il avait choisi de croire. L'aube arriva avec une brillance qui semblait presque théâtrale. Le ciel sans tempête transforma la neige en miroir. Chaque congère une lame de lumière de la crête. La ville semblait sereine. Cheminée soulevant de minces fils de fumée. Une seule charrue traçant la route de comté comme un stylo finissant une phrase. Le genre de matin qui fait que les gens font confiance à ce qu'ils voient. Mason faisait confiance à ce qu'il ne faisait pas. Il vérifia la caméra de poche à la maison d'Everett, puis le flux qui l'avait orienté vers la route de ramification. Rook s'assit à côté de lui, pelage noir et feu attrapant le soleil, les yeux ambrés déjà éveillés aux questions du jour. En bas de la colline, Everett bougeait lentement à travers sa cuisine, la canne tapant le sol dans un rythme qui était devenu sa propre tranquille réassurance. Brier le suivait partout. 2 mois de vie dans un petit corps qui avait appris ce que cela signifiait de choisir un camp. Le premier véhicule entra en ville juste après 8 heures. Il n'appartenait à personne qui y vivait. Il n'appartenait à personne qui voulait être rappelé. Un pick-up gris avec ses plaques floues par un voile de boue séché roula devant l'épicerie, tourna une fois, puis disparut derrière les bas entrepôts près du bassin. 10 minutes plus tard, un second camion suivit le même chemin. Mason regarda, prit des photographies, nota les heures. Il ne sentit pas la chaleur de la poursuite. Il sentit la gravité de quelque chose s'alignant. En milieu de matinée, l'air avait pris un mince bord de son, le lointain grincement des moteurs, une porte quelque part claquant et étant ouverte de nouveau. Le téléphone de Mason vibra une fois. Le numéro de Mara, un seul mot. Maintenant, il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Il prit sa veste et sortit avec Rook.
La neige couina sous ses bottes alors qu'il descendait. Everett était sur son porche arrière quand Mason atteignit la maison, une tasse équilibrée soigneusement dans une main. Le visage du vieil homme était meilleur maintenant. La couleur revint, les yeux clairs, mais son corps bougeait toujours avec la prudence de quelqu'un qui avait récemment appris à quel point le monde peut changer facilement. « Vous les voyez? » demanda-t-il doucement. Mason hocha la tête. Brie se tint entre eux, les oreilles incertaines, la queue baissa, lisant une attention qui n'avait pas de nom dans sa courte vie. Rook tourna en rond une fois, puis alla sur le côté de la cour, le nez tombant vers la neige. Il marqua une pause près de la clôture, le même endroit où Mason avait vu pour la première fois la faible marque de peinture. La posture du chien changea, non de l'alarme, mais de la décision. Ils vinrent alors non pressés, non les armes tirées. Deux hommes à pied apparaissant au bord de la propriété d'Everett, comme par accident. Leur veste le mauvais genre de neuf pour une ville où l'hiver mange le tissu et le vernis pareillement. L'un était grand et étroit avec une mâchoire rasée en angle, les yeux cachés derrière des verres et miroirs. L'autre était plus trapu, barbu, son sourire trop rapide, le genre qui n'attend pas d'être mérité. Ils ne traversèrent pas la clôture. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Leur présence était le message. « Bonjour » appela le plus grand. « Nous cherchons le propriétaire. » Everett se redressa, s'appuyant une fraction de plus sur sa canne. « Vous le regardez, dit-il. » Sa voix ne trembla pas. Le regard de l'homme barbu tomba sur Brie. « Beau chien, dit-il, comme si nommer quelque chose qui pouvait être pris était de la même chose que l'admirer. » Mason s'avança, se plaçant là où l'ombre d'Everett se terminait. « Vous avez des affaires? » demanda-t-il. Les yeux des hommes se posèrent sur lui, mesurant. Mesurant, le plus grand sourit sans chaleur. « Nous faisons juste des introductions, dit-il. Cette bande de terre est sur le point de devenir intéressante. » Il laissa le mot en suspens, une promesse qui était aussi un avertissement. Rook bougea alors, non avec du son, mais avec du sens, plaçant son corps entre les hommes et Everett, large de poitrine une barrière vivante. Brie trembla une fois, et puis fit quelque chose qui surprit même Mason. Il s'avança aussi, petit cadre carré, tête levée, un son rompant de sa gorge. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'insistance. Le sourire de l'homme barbu hésita. Pour un moment, la scène s'équilibra au bord du choix. Rook. De quelque part en bas du bassin vint la toux basse et affamée d'un moteur démarrant, suivi du crépitement indubitable de la flamme. Pas ici, mais assez proche pour que le vent porte son souffle. La tête de Rook se tourna brusquement vers le son. Mason sentit la géométrie du jour se réorganiser. Les hommes sur la pelouse d'Everett se regardèrent. Un scintillement de quelque chose comme de l'impatience traversant leur visage. Le plus grand leva les mains en un signe d'innocuité. « Pas de problème, » dit-il légèrement. « Nous parlerons de nouveau. » Ils reculèrent, non pressés, non audacieux. Mason ne les suivit pas des yeux. Il bougeait déjà. L'entrepôt au bassin avait toujours prétendu être mort. Maintenant, il était soudainement vivant de danger. La fumée s'enroula contre le ciel pâle, s'assombrissant là où elle attrapait le soleil. Mason atteignit l'arbre-ligne alors qu'un panache de noir montait de l'extrémité de la structure. Rook courut en avant, n'aboyant pas, ne marquant pas de pause, chaque ligne de son corps tirée vers le son. Mason ne pensa pas au plan en termes d'héroïsme. Il pensa aux fentes minces qu'il avait vues coupées dans le bois. Il pensa au souffle. Il n'entra pas par la porte principale. Il coupa sur le côté où les congères montaient assez haut pour cacher son approche, trouva une des ouvertures ventilées et l'ouvrit plus largement avec l'outil qu'il portait toujours. À l'intérieur, l'air était épais de l'odeur d'essence et de panique. Le feu avait été mis à l'extrémité, rapide et insouciant, une ligne de flamme destinée à effacer ce qui avait été déplacé à travers cet endroit. Il n'avait pas encore atteint les piles de caisse. Mason se déplaça le long du mur, bas, les yeux s'ajustant à la pénombre.
Rook glissa devant lui et disparut entre les ombres, le doux bruit sourd de ses pattes, avalé par le bruit du feu grandissant. La première caisse que Mason atteignit frissonna à son toucher. Quelque chose à l'intérieur bougea, un bruissement qui était à la fois petit et désespéré. Il tira violemment sur le loquet, le bois se fendant, le couvercle cédant. Une paire d'yeux effrayés rencontra les siens, puis une autre, puis une autre. Animaux emballés trop serrés pour la dignité, pour la sécurité, pour autre chose que la survie. Mason ne perdit pas de temps avec les chiffres. Il traîna la caisse vers l'ouverture, la poussa dans le froid, puis revint pour la suivante. De l'arrière de l'entrepôt vint un son qui n'appartenait pas à un animal. Une toux. Humain. Mason figea pendant une demi-seconde, se recalibrant. Il suivit le son et trouva un garçon blotti derrière une pile de palettes vides, le visage maculé de suie, les yeux grands ouverts de terreur, et quelque chose d'autre. Résolution qui avait été apprise trop jeune. Il n'aurait pas pu avoir plus de 15 ans. Ses cheveux étaient foncés et coupés trop courts, sa veste trop fine pour l'hiver, ses mains tremblant alors qu'il les pressait à sa bouche pour ne pas être entendu. Mason s'agenouilla. « Vous pouvez marcher, demanda-t-il. Le garçon hocha la tête une fois. « Ils m'ont dit de surveiller l'arrière, murmura le garçon. Puis ils l'ont allumé. Ils ont dit que personne ne poserait de questions. » Mason sentit une colère contrôlée familière s'installer dans sa poitrine. Pas chaude, mais exacte. Rook réapparut, émergeant de la fumée avec un seul animal tenu doucement par la peau du cou, le posant près de l'ouverture avant de retourner sans qu'on le lui dise. Mason souleva le garçon et le guida vers la lumière. Dehors, le froid frappa comme un mur, propre et choquant. Mason remit le garçon à une paire de silhouettes courant sur la pente. Mara Quinn et 2 adjoints, les visages déterminés, les mouvements disciplinés, les sirènes enfilaient déjà le matin. Ils ne prirent pas d'assaut l'endroit comme un spectacle. Ils bougèrent comme des gens qui comprenaient que chaque pas était une promesse qui serait examinée plus tard. Les équipes de pompiers arrivèrent, les tuyaux se déroulèrent, l'eau se transformant en vapeur au contact de la flamme. Des caisses furent ouvertes, des animaux comptés, étiquetés, portés aux véhicules en attente. Les hommes qui avaient traîné sur la pelouse d'Everett furent interceptés près de la route, les mains placées sur des capots qui n'étaient soudainement plus des symboles d'arrivée, mais de responsabilité. Aucun coup ne fut porté. Aucun coup de feu ne fut tiré. L'histoire n'eut pas besoin de violence pour devenir vraie. Au moment où la fumée s'éclaircit, l'entrepôt était un squelette mouillé, ses secrets mis à nu par la cendre. Le garçon, son nom était Eli Turner, un fugueur de 2 comtés plus loin, grand pour son âge, toute hausse et d'excuses, les yeux trop sérieux pour une enfance qui avait été passée à éviter la faim, s'assit enveloppé dans une couverture, répondant aux douces questions de Mara. Il n'embellit pas. Il n'avait pas à le faire. La trace écrite que Mason avait aidé à construire parlait en documents et horodatage, là où la peur avait autrefois suffi à garder les bouches fermées. Mason retourna à la maison d'Everett en début d'après-midi. Le soleil était toujours brillant. La ville toujours belle de la manière dont les lieux peuvent l'être après que quelque chose de terrible a été interrompu. Everett se tenait à la fenêtre, la canne reposant contre sa jambe, Brière pressée contre son tibia. « J'ai entendu, dit-il. Il ne demanda pas comment. Il n'avait pas besoin de le faire. » Mason hocha la tête. « C'est fait de la bonne manière. » Everett ferma les yeux un moment, non de soulagement seul, mais en quelque chose comme de la gratitude pour un monde qui, juste cette fois, avait permis à la faim propre d'arriver sans un décompte de corps. Plus tard, comme la ville commença à absorber la forme de ce qui s'était passé, les voisins se rassemblèrent, non par peur, mais en décision. L'entrepôt avait été un mensonge raconté assez longtemps pour devenir invisible. Maintenant, c'était une vérité qui demandait une réponse. Les gens ne se détournèrent pas. Ils apportèrent des couvertures à la station pour les animaux. Ils apportèrent de la soupe à la cuisine d'Everett. Ils se tinrent d'un petit groupe sur les trottoirs
et dire les noms des choses à la voix haute. Sur la crête ce soir-là, Mason s'assit sur les marches avec Rook à son côté. Le chien plus âgé se pencha contre lui, poids familier et ancrant. En bas de la colline, les lumières s'allumèrent une par une dans les maisons qui avaient choisi de regarder au lieu de détourner le regard. Brier aboya une fois, non en avertissement maintenant, mais dans l'insistance brillante d'une créature qui avait appris que le bruit peut bouger le monde. La ville ne serait pas la même après cela. Elle serait meilleure à certains égards, plus dure à d'autres. Ceux qui avaient été exposés auraient besoin d'être soignés. Ceux qui avaient été sauvés auraient besoin de foyers. Et ceux qui avaient été commencés par un aboiement dans la neige, par un carnet gardé dans un tiroir, par un choix de remettre la vérité aux gens qui pouvaient la porter, auraient besoin du genre de foi qui ne confond pas le calme avec la paix. Mason ne se sentit pas victorieux. Il se sentit responsable. C'était assez. Everett se réveilla de la manière dont les gens le font parfois après avoir été épargnés. Non effrayé, non triomphant, mais tranquillement étonné par le simple fait de respirer. Le matin avait posé une lumière pâle et honnête à travers la chambre d'hôpital, le genre qui fait que l'hiver semble moins un ennemi et plus un témoin. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient partis doucement de travers dans le sommeil. Son visage, marqué par des années de travail et de perte, tenait une douceur qui n'avait pas été là avant. Quand Macon entra, Rook à son côté, les yeux d'Everett allèrent d'abord, non à l'homme qui l'avait porté, mais à la petite forme recroquevillée contre l'oreiller. Brier leva la tête, les oreilles encore indécises, entre l'état de chiot et la promesse de ce qu'il deviendrait, les yeux ambrés attrapant la lumière. Everett l'étudia un long moment, comme s'il confiait la géométrie vivante de ce visage à une mémoire qui ne serait plus jamais tenue pour acquise. Puis il prononça la phrase qui s'était formée depuis le matin où il était tombé dans la neige. « Je suis toujours ici, dit-il, la voix stable, chaque mot choisi avec soin, parce qu'il a choisi de courir et de demander de l'aide. » La pièce sembla retenir son souffle. Mason sentit le poids de ces mots s'installer dans les endroits calmes en lui. Les endroits qui avaient appris il y a longtemps que la survie est rarement un acte solitaire. La récupération n'effaça pas la fragilité, mais la transforma en quelque chose de purposeful. Everett rentra chez lui avec une canne et une discipline qu'il n'avait pas possédée avant, comme si la vie lui avait offert un second apprentissage en attention. Il bougea lentement, oui, mais avec intention. Il prit ses médicaments à l'heure. Il écouta quand son corps demanda du repos, et chaque matin il s'assit sur le porche avec Brier à ses pieds, laissant le soleil d'hiver les trouver tous les deux. La faible tache sur la clôture avait été frottée par la ville après que l'entrepôt eut brûlé, mais sa signification demeurait un rappel que ce qui l'avait presque pris avait été réel et que ce qui l'avait sauvé était plus réel. Ce fut dans le calme de sa cuisine une semaine après l'incendie qu'Everett ouvrit de nouveau le carnet de Mary. La couverture en cuir était chaude de ses mains, les pages douces d'années d'attente. Il lut non comme un homme se livrant à la nostalgie, mais comme un répondant à une convocation qui était finalement devenue inévitable. L'écriture de Mary était précise, penchée, généreuse dans ses marges, comme si elle avait toujours laissé de la place au monde pour s'ajouter. Un endroit pour garder le chaud, le titre lisait. En dessous, des listes qui n'avaient été autrefois que de l'espoir. Nourriture, couverture, chenil, une ligne qui fit Everett avaler, lumière de poche pour ceux qui oublient qu'ils sont vus. Il appela Mason cet après-midi-là. Ils s'assirent à la table de cuisine, de la vapeur s'élevant de 2 tasses, Rook gisant près du poêle comme une sombre pensée stable, Brier connaissant un jouet en corde qui avait perdu sa bataille avec les dents de chiot. Everett parla sans préambule. « Je vais donner ce que j'ai, dit-il. La maison, la terre, les économies, pas dans un testament. Maintenant pour rendre ce qu'elle a écrit ici réel. » Mason n'interrompit pas, ne fit pas preuve de gratitude au nom du monde. Il écouta simplement. Everett rencontra ses yeux. « Pas comme charité, ajouta-t-il, comme intendance. » Le nom vint facilement,
comme s'il avait attendu son heure. Le fond d'Iver Hale, pas un monument, une pratique, une promesse avec un horaire. Ils le construisirent de la manière dont les gens en hiver construisent tout ce qui dure, en commençant petit et en refusant d'arrêter. Le premier bras était pour la protection de sauvetage des animaux, les placements en famille d'accueil, les soins vétérinaires pour ceux qui seraient autrement laissés aux froides marges de la nécessité. Le second bras était pour ce que Mary avait écrit dans les marges, et Everett avait vécu dans le silence, la guerre contre la solitude hivernale, lumières de porche installées pour les aînés qui vivaient seuls, repas chauds livrés quand les routes étaient impraticables, un réseau de bénévoles entraînés non seulement à vérifier les corps, mais à écouter les signaux silencieux d'isolement que la neige peut amplifier en danger. Mason ne se tint sur aucune plateforme. Il n'accepta aucun titre qui suggérait qu'il était au-dessus du travail. Il devint ce qu'il avait toujours été quand les choses comptaient, un gardien de la flamme pratique. Il coordonna des bénévoles, cartographia des routes que les charrues manquaient, mit en place une ligne d'urgence saison des tempêtes qui sonnait dans sa cabane quand le monde était blanc et bruyant et que les gens avaient une peur de demander. Il travailla avec l'adjointe Mara Quinn, dont la présence stable donna au fond le genre de légitimité qui grandit le mieux en lumière claire. Il s'appuya sur le docteur Leah Chen quand une maladie hivernale menaça de devenir plus qu'un inconvénient. Il écouta Eli Turner, le garçon tiré de l'entrepôt, qui parlait maintenant dans la cadence prudente de quelqu'un déterminé à choisir une carte différente pour sa vie, aidant avec les formulaires d'admission, empilant la nourriture, apprenant que l'opposé d'être utilisé est d'être utile. Rook et Brière devinrent quelque chose que la ville n'avait pas su qu'elle avait besoin, des symboles qui ne ressemblaient pas à des slogans. Le vieux berger, pelage noir et feu attrapant le givre comme un manteau, se déplaça à travers le froid, avec la gravité d'un guide qui a déjà marché les milles les plus durs. Le chiot, autrefois enchaîné et laissé au bord indifférent d'une route, trotta à côté de lui, grandissant dans ses pattes, sa confiance, sa place. Les enfants apprirent leur nom avant d'apprendre les fonds. Les aînés attendaient leur forme au bout des allées de la manière dont les gens attendaient autrefois le courrier, avec l'espoir que quelque chose du monde plus large venait à eux. Mason était au centre des bénévoles, autrefois un débarras derrière l'hôtel de ville, maintenant lumineux avec des étagères données et le son des bouilloires, quand la ligne d'urgence s'alluma. Une voix de femme mince de l'effort d'être brave. « Je n'ai besoin de rien, dit-elle. J'ai juste, ma lumière s'est éteinte la nuit dernière. J'ai pensé que cela